Bonjour à tous. Je voulais remercier Pierre et Ami FSH de m'avoir invité ici pour vous présenter ce papier qui n'est pas encore fini, n'est pas encore sorti et qui a été présenté au congrès FSHD de Marseille. Donc j'ai laissé aussi les diapos en anglais parce qu'ils ne sont pas très compliqués parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait anglais seulement dans l'audience, donc je pensais que peut-être comme ça il pourra aussi lui suivre la présentation. Donc, pourquoi je me suis intéressée aux atteintes dermatologiques dans la dystrophie FSH, c'est un peu une longue histoire que j'essaierai de vous raconter. C'est parti de cette étude. Donc, vous savez qu'on a parlé beaucoup de la dystrophie musculaire facio-scapulomérale de type 1, qui est la dystrophie la plus fréquente, avec 90-95% de patients qui présentent ce type de dystrophie, mais il y a aussi une deuxième forme qui est un peu plus rare, qui c'est la forme de type 2, qui n'est pas associée à une réduction du nombre d'unités répétées sur le chromosome 4, mais qui est associée à une mutation dans ce gène, qui est SMCHD1, SMUSH1, comme vous voulez. Ce gène qui il se lie aux unités répétées et il est responsable de cette compaction de la chromatine qui vous a expliqué Alexandra. Donc, dans les formes de type 2, on a des mutations dans ce gène qui font que la chromatine est ouverte et on a toujours ce même gène DUX4 qui est exprimé. Le résultat, c'est qu'on a des maladies qui sont vraiment identiques. La forme de type 1 et la forme de type 2, ils se rassemblent vraiment beaucoup. Et donc, on a fait cette étude pour essayer de comprendre si, malgré cette ressemblance, on pouvait trouver des différences. Donc, on a récolté une cohorte d'une centaine de patients, on verra, et on a étudié toutes les caractéristiques cliniques, génétiques et épigénétiques de cette cohorte. Donc, on a inclus que des patients adultes qui avaient des formes qu'on considérait comme des formes typiques, avec l'atteinte au niveau du visage, des épaules et des jambes. Et puis, on a, comment on peut dire, de l'autre côté, on a inclus des patients qui avaient la forme typique sur le plan clinique, mais qui n'avaient pas la contraction d'unité répétée classique de la forme de type 1, en espérant de trouver le plus possible de patients de type 2. Donc, on a récolté des caractéristiques cliniques de ces patients, et puis on a récolté les caractéristiques génétiques si on les connaissait, et les caractéristiques épigénétiques. Qu'est-ce que ça veut dire épigénétique? Ça veut dire le niveau de méthylation de la région qui est en cause dans la FSH. Donc vous voyez, c'était une étude multicentrique où il y a beaucoup de centres français qui ont participé. Et puis on a eu aussi des collègues italiennes qui m'ont envoyé des patients pour que je puisse les voir à Nice et qui donc ont été aussi inclus dans l'étude. On est arrivé à une population totale de 104 patientes. Et parmi cette population, je ne vais pas rentrer tout dans les détails parce que tout ça c'est publié, on a eu 61 patients FSHD1 qu'on a considérés pour l'analyse, plus 4 qui avaient des phénotypes qui génétiquement étaient trop compliqués et que donc on les a exclus parce que c'était un peu de cas atypiques. On a trouvé 7 patientes qui avaient à la fois la mutation de la FSHD1 et la mutation de la FSHD2. Et puis on a trouvé 20 patients FSHD2. Il y avait aussi 16 patientes qui n'avaient ni l'une ni l'autre et qui avaient d'autres maladies. Donc ça ont été exclus de l'analyse. Donc la chose qu'on a conclue dans ce papier, c'est qu'on avait, tout au début on parlait de FSHD sur le plan clinique, uni. Après, quand on a connu mieux la FSH, on a dit ça c'est la FSH1, ça c'est la FSH2, mais à la fin on se retrouvait avec une sorte de continuum entre la FSHD1, là c'est le nombre d'unités répétées, et la FSHD2. On s'est aperçu que les patients qui étaient porteurs de la mutation se retrouvaient surtout dans cette zone grise, borderline on va dire, entre la forme de type 1 et la forme de type 2. On s'est aperçu aussi que les patients porteurs de la mutation de la FSH2 devaient avoir un nombre d'unités répétées pas trop élevé. Il y avait une sorte de valeur seuil au-delà duquel, même s'ils avaient la même mutation, ils ne développaient aucune maladie.
Donc le nombre d'unités répétées est important pour la FSH1, mais aussi pour la FSH2, et les deux maladies représentent une sorte de continuum, dans lequel ici on a plutôt la partie génétique, donc la mutation des 4Z4, le nombre d'unités est très bas, et de l'autre côté on a plutôt la partie épigénétique, donc la mutation dans le gène SMCHD1, mais aussi d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. Voilà, donc en analysant les caractéristiques cliniques de cette population, on s'est aperçu d'une chose très intéressante. Il y avait beaucoup de patients qui rapportaient des problèmes dermatologiques. Et donc, moi, franchement, je peux vous assurer que les patients FSH, je les ai regardés à chaque fois, je les regarde bien, docteur, mais je ne m'étais pas aperçu de ça à la première observation. Et parce que je pensais que, bon, les problèmes dermatologiques, tout le monde a des problèmes dermatologiques, je me disais, c'est pas bien important. Mais je commençais à voir des posters. D'abord, le poster sur le modèle de souris de la forme de type 2, la souris SMCHD1, qui montrait que cette souris, il présentait dès la plus petite âge un épaississement de la peau, donc une hyperkératose de la peau. Et donc, je me disais quand même, il y a des problèmes dermatologiques. J'ai discuté avec le groupe hollandais, qui me disait, mais on ne trouve pas le phénotype musculaire, mais on trouve plutôt ce phénotype de la peau. Et je disais, bon, bien, c'est bien bizarre. Et après, j'ai discuté aussi avec Peter Jones, que je pense que vous connaissez, sur son modèle de souris où on induit l'expression de DUX4. Et pareil, il me dit, bon, cette souris est chauve, elle n'a pas de poils. Donc, quand on perd les poils, ça peut être aussi un problème de peau. Donc, je commence à dire, bon, là, alors, il y a quelque chose. Donc, je vais regarder, je me plonge sur toutes ces données et j'essaie de regarder et quantifier vraiment ces problèmes de peau et les caractériser. Et je me retrouve avec des tableaux très différents. Parce qu'il n'y a pas un seul problème de peau, mais il y a plusieurs problèmes de peau. Et alors, comme que moi je ne connais rien de la peau, je vais voir un dermatologue. Et au début, j'étais très excitée parce que j'avais vu qu'il y avait plein de patients qui avaient des problèmes de peau. Mais après, mon excitation est à nouveau retombée parce que je me disais, mais il y a tellement de maladies différentes que peut-être que c'est pas, c'est pas une bonne piste. Donc, j'avais trouvé des patients qui avaient cette maladie qui s'appelle prurigo nodularis, que c'est une maladie où on a des plaques hyperkératosiques qui grattent énormément. On a trouvé pas mal de patients qui souffraient de dermatite atopique ou d'eczème. On a trouvé un certain nombre de patients qui présentaient une hyperkératose, comme dans la souris. Et puis, on a trouvé aussi des patientes qui avaient des dermatites séboroïques, avec de gros boutons dans le dos, dans le visage, etc. Et puis, un certain nombre de patients qui avaient s'appelle rosacées, c'est-à-dire visage particulièrement rouge au niveau du visage. Donc, et je me disais, bon, voilà. Mais après, en discutant avec cette dermatologue, j'ai dit, mais attendez, bon, déjà la plupart de ces patients, ils ont le pruri comme un facteur caractéristique, la desquamation de la peau, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que toutes ces maladies-là étaient des problèmes liés aux kératinocytes. Alors, j'ai dit, mais je reviens sur tous les différents intervenants, on discute, et j'ai dit, mais est-ce que, je pose la question, est-ce que DUX4 s'est exprimé dans les kératinocytes? Et alors là, je vois les grands yeux qui apparaissent, je me dis, je ne le dis à personne, voilà. Et donc, et là, vraiment, je reviens sur toutes les familles, et on regarde, et on s'aperçoit parce que moi je suis retournée sur la population que j'avais publiée sur la partie génétique et épigénétique qui était très bien caractérisée, et je regardais et je me suis aperçue que si la fréquence totale de tous ces problèmes de peau est très élevée, mais surtout dans la population qui se trouve borderline, les patients qui ont la forme de type 1 et de type 2, et la population de type 2. Hein? Donc c'est surtout les patients qui sont avec des formes légères en transition et les formes de type 2.
Donc ça correspond au fait que le souris, la SMCHD2, et vous voyez, la fréquence, c'est énorme quand même dans cette population. 59-60%. Donc ça veut dire plus que la moitié des patients ont des problèmes de peau. Et vous voyez, la fréquence totale, si on prend la population globale, c'est de 27%. Mais la fréquence dans cette population-là est très élevée. Il faut savoir que la fréquence totale, c'est quand même supérieur par rapport à la population générale quand on met ensemble toutes ces pathologies confondues. Et comment on peut dire, bien supérieur, parce qu'en général, c'est à l'entour de 10% de problèmes de peau dans la population. C'est vrai aussi que ces résultats, là je vous montre graphiquement les patients qui ont déclaré des problèmes de peau. Voilà. Et l'autre chose qu'on est en train de faire, c'est de revenir sur les personnes de la même famille qui ne sont pas atteintes, pour savoir chez cette personne qui sont dans le même environnement, si jamais il y a des problèmes. Il faut savoir qu'étant donné que cette étude c'est multicentrique, il n'y a pas que les patients de Nice, mais il y en a beaucoup quand même de patients de Nice, parce que moi j'étais le centre coordinateur. Après, il y a des patients qui sont de Paris, de Lyon, etc. Parce que la problématique que je me suis posée, c'est est-ce que c'est parce qu'à Nice, il y a beaucoup de soleil, et donc les problèmes de peau chez les gens qui sont exposés au soleil. Et puis l'autre problème, c'est que ma population de patients est plus âgée que la moyenne, parce que en Côte d'Azur, il y a beaucoup de gens âgés. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être c'était l'âge aussi qui faisait sortir ces problèmes de peau. Mais bon. Donc, c'est pour vous parler un petit peu de la peau, en étant neurologue, donc désolé s'il y a des dermatologues dans la salle. Mais en tout cas, la peau, c'est un organe qui se régénère continuellement, c'est l'organe qui se régénère le plus, et donc qui est composé par différentes couches de cellules. Donc on a des cellules souches qui sont présentes dans cette partie-là, qui c'est la partie basale. Après, on a une partie qui s'appelle l'épineux, et puis granuleuse, et puis on a la cornée. Là, ces deux parties-là, c'est pratiquement des cellules quasiment mortes, et après on a la desquamation de la peau. Et donc il y a une régénération continue qui est réglée par plusieurs gènes, et c'est très important parce qu'on a, d'un côté on a la prolifération, de l'autre côté on a la différenciation. Plus les cellules prolifèrent, plus la peau épaissit, et plus les cellules se différencient, plus la peau se desquame, on va dire. Et donc c'est cette balance qui fait que notre peau reste comme elle est. Et dans le vieillissement, par exemple, la balance est perturbée, et donc plus on vieillit, plus la peau est fine, parce qu'on a une altération de ce mécanisme et on peut avoir des problèmes de peau. Donc si on regarde, bon là vous ne voyez pas, mais si on regarde les gènes qui règlent, comment on peut dire, ce processus de balance entre la prolifération et la différenciation, il y a plein de voies qui ont été décrites par plusieurs chercheurs comme impliquées dans la FSH. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, tous ces voies-là, quelque part, il y a eu des papiers dans lesquels ils ont dit dans la FSH, cette voie est altérée, dans la FSH, cette voie est altérée, blablabla. Donc l'idée, c'est que ça pourrait représenter des voies, comme dit Alexandra, des sous-chefs qui sont altérés par une expression inappropriée de DUX4. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Nice maintenant? On est en train déjà de rappeler tous les patients qui ont des problèmes de peau pour voir s'il y a des volontaires pour faire des biopsies de peau. Et ces biopsies de peau, on va regarder déjà l'expression de DUX4 dans un premier temps. Et là, dans un deuxième temps, on va faire pousser les cellules et on va regarder dans ces cellules, dans ces kératinocytes. Bon, la culture des kératinocytes est très compliquée chez l'homme, mais on ira regarder non seulement DUX4, mais aussi tous les gènes cibles et aussi tous ces gènes de toutes ces voies, etc. etc. Et ça, c'est intéressant et c'est important. Pourquoi? D'un côté, c'est important pour les patients parce que ça pourrait être déjà un système pour retrouver les patients FSH2 par rapport aux FSH1 ou ceux qui ont le double problème, parmi les patients qui ont des formes frontières.
Et de l'autre côté, ça pourrait représenter un symptôme voilà, qui peut être soigné par les thérapies à venir. Mais aussi, c'est important du côté des maladies de la peau. Donc des gens qui n'ont pas la FSH, mais qui ont les maladies de la peau. On a vu que le cancer, on a vu que on peut retrouver des expressions abnormales de X4 dans un certain nombre de cancers. Donc, on a fait le lien entre des modifications qui ne sont pas dans tout le corps, mais simplement dans des cellules spécifiques qui peuvent donner du cancer. Donc, la maladie génétique qui donne une maladie cancéreuse quand elle est exprimée dans très peu de cellules. Et là, ça pourrait être la même chose, mais pas dans une maladie du cancer, mais dans une maladie inflammatoire. Et ça, c'est très intéressant, parce que si on fait des liens comme ça, on peut avoir des médicaments qui soignent, entre guillemets, le cancer, qui peuvent être donnés pour soigner la FSH, et on peut avoir aussi des médicaments qui soignent les maladies dermatologiques, qui peuvent être donnés chez la FSH. Donc ça intéresse beaucoup les maisons pharmaceutiques, et on espère que ça pourra être une piste pour comprendre mieux la maladie. Et pour, donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes dermatologiques dans la salle, moi j'aimerais bien discuter avec eux, parce que comme ça, voilà, comme ça j'apprends des choses et ça pourra peut-être me servir dans cette étude. Donc on a trouvé cette autre fréquence et que bon, c'est dans les femmes comme dans les hommes, il n'y a pas de différence et il n'y a pas de corrélation avec la sévérité de la maladie, ni la durée. Mais il y a plutôt une corrélation avec les niveaux de méthylation, donc les patients qui ont un très bas niveau de méthylation, et ces patients qui sont, comme je vous ai dit, des formes frontières entre la forme du type 1 et la forme du type 2. Donc ce travail qui est encore en cours, donc c'est pour ça qu'il n'est pas publié, et on collabore, fruit d'une collaboration entre le groupe de Nice et le groupe hollandais. Et voilà, pour le moment, et il est financé par l'étude principale était financée par le CHU et l'AFM. Et là, par contre, c'est plutôt financé du côté de le prix Prince Béatrice, je ne sais pas quoi, de l'Hollande. Merci beaucoup.